Bonjour à tous et bienvenue sur Big Radio. C'est parti pour le grand journal du dimanche 8 avril 2012. On est en direct jusqu'à 20h avec en ce jour de Pâques, premièrement le Tech News, l'essentiel de l'actu high-tech, avec dans quelques minutes Google qui a présenté cette semaine des lunettes totalement techno. Marie-Christine Patouro suivra pour Noticias de España. Et elle nous racontera la semaine sainte qu'ont vécu les Espagnols cette semaine. Et puis, on continuera avec des déclarations de Nicolas Sarkozy, pas très bonnes envers l'Espagne. En tout cas, c'est ce qu'en pensent les Espagnols également. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour le grand journal. Joyeuse fête de Pâques à vous tous. Et tout de suite, c'est le Tech News. Et bienvenue, c'est parti sur le www.bigradio.fr pour une toute nouvelle émission du Tech News avec à la une cette semaine la guerre des brevets et Facebook s'attaque à Yahoo à son tour. Également dans l'actualité de cette semaine, c'est Virgin Mobile qui se lance dans le quadruple play avec une nouvelle box. La Google TV arrive bientôt en France. Également dans l'actualité, nous parlerons de Google qui a dévoilé cette semaine son Project Glass, des lunettes à réalité augmentée. Et puis on terminera cette émission par les dernières brèves. Soyez les bienvenus sur Big Radio pour le Tech News. La réponse du berger à la bergère, quelques jours seulement après l'attaque de Yahoo contre Facebook pour violation de brevets, le géant du réseau de partage et du réseau social de partage a réagi en attaquant Yahoo à son tour, lui aussi pour violation de brevets. Alors ce n'est à vrai dire pas une surprise, c'est même pour Facebook le seul moyen de parvenir éventuellement à un accord avec le papy du web qui a attaqué à un moment crucial alors que l'entreprise de Mark Zuckerberg s'apprête à entrer en bourse dans le Nasdaq. Facebook a donc sorti le même attirail que Yahoo pour répliquer aux 10 violations de brevets que lui reproche Yahoo. Le réseau social répond avec une plainte de violation de 10 brevets également. Dans un communiqué rapporté par AllThingD, Ted Hulot, qui chapeaute le département juridique de Facebook, indique que, je cite, « Depuis le début, nous avons annoncé que nous nous défendrions vigoureusement contre la procédure entamée par Yahoo. Et si nous revendiquons des brevets, nous le faisons en réponse à la décision irréfléchie de Yahoo d'attaquer un de ses partenaires et de donner sa priorité au conflit juridique plutôt qu'à l'innovation. » Alors c'est également une manière d'avouer que les inventions revendiquées par Facebook ne sont pas forcément plus convaincantes que les brevets que Yahoo a mis en avant de son côté. Et cela se voit vite, puisque parmi celles-ci on trouve par exemple ce brevet 7 827 209 qui écrit que la génération d'un flux d'articles personnalisés pour les membres d'un réseau social. Ou encore un autre numéro qui est simplement appelé étiquetage des médias numériques, dont le principal inventeur n'est autre que Mark Zuckerberg, qui décrit une méthode permettant d'associer les données à une partie d'un média numérique comme photo. Enfin, encore plus étonnant, la date d'enregistrement de certains brevets. Ainsi, l'un d'entre eux n'est revenu à Facebook que le 30 mars 2012. Encore plus fort, le brevet 8 150 913 qui décrit un système pour la distribution contrôlée de profils sur un réseau a été accordé le 3 avril dernier, c'est-à-dire il y a moins de 6 jours, soit le jour où la réplique de Facebook a été rendue publique. Rappelons qu'à la fin mars, Facebook a racheté quelques 750 brevets à IBM pour mieux préparer sa défense. Yahoo a réagi à cette contre-attaque par le biais d'un communiqué au ton cinglant. Nous pensons que la réponse de Facebook
n'a aucune valeur et n'est rien de plus qu'une tentative cynique de détourner l'attention de la faiblesse de sa défense. Comme nous l'avons dit depuis le début, l'usage non autorisé de nos technologies brevetées est inacceptable. La guerre des brevets entre les deux entreprises sera donc sans pitié. La contre-attaque de Facebook tombe en tout cas très mal pour Yahoo, puisque l'ancien roi du web vient d'annoncer qu'il allait supprimer 2000 emplois, soit 14% de ses effectifs. Cette âpre bataille, qui paraît ridicule si elle n'engageait pas des millions de dollars, a au moins un mérite: montrer une fois de plus l'inanité du système des brevets logiciels aux États-Unis, qui, plutôt de protéger de l'innovation, permet souvent à de nombreuses entreprises de jouer au patent troll avec des inventions plus que douteuses. Le PDG de Virgin Mobile, Geoffrey Roux de Bézieux, a dévoilé en début de semaine son plan de bataille global pour contrer Free et les 3 opérateurs historiques. L'avenir de Virgin passera donc, comme l'on s'en doutait, par le quadruple play regroupant l'internet fixe à la maison, la TV, la téléphonie fixe et le mobile. Le boîtier s'appelle Virgin Box. L'offre est baptisée Happy 4 et le tout est proposé à 29,99 € sans engagement. L'abonnement inclut donc un forfait extase qui donne droit à 2 heures de communication et les SMS métropolitains illimités. Enfin, pour 39,99 €, l'abonné peut opter pour une offre mobile incluse un peu plus conséquente: 4 heures de voix, SMS et Internet illimité. Les 2 offres sont disponibles également avec un engagement de 24 mois et un smartphone subventionné. La Virgin Box est un décodeur NetGem, en fait une 9 Box 4 rebadgée. Elle propose jusqu'à 25 mégabits de débit par seconde, 140 chaînes de télévision incluses et 170 en option, dont le bouquet Canal+ et CanalSat, ainsi que les appels illimités vers les fixes de 100 destinations. Virgin fait une promotion jusqu'au 31 décembre prochain pour les appels passés depuis la box vers les mobiles en France. Ils seront gratuits à partir de la 3e minute, hors période promotionnelle. L'option appel illimité vers les mobiles sera facturée 8 € par mois. L'offre est d'ores et déjà disponible pour les abonnés Virgin et elle le sera dans le courant du mois de mai pour les nouveaux entrants. Alors en marge de l'offre Quadruple Play, Virgin Mobile revoit légèrement ses offres mobiles à la différence du tout illimité de la concurrence. La stratégie semble être de proposer des forfaits limités pour la voix avec en prime des SMS et de l'internet, limités ou non d'ailleurs, mais à des tarifs plus alléchants que chez les 4 poids lourds du secteur. Le forfait Extase Mini voit donc le jour, facturé 4,99 € par mois pour 45 minutes de communication et 450 SMS. Par ailleurs, Virgin commercialisera des forfaits bloqués sans engagement dès le 18 avril prochain. La grille tarifaire est la suivante: 2 heures plus SMS illimité pour 12,99 € par mois, 2 heures et plus SMS illimité plus internet sans MO pour 15,99 € et enfin 4 heures plus voix SMS illimité ainsi que de l'internet 3 Go pour 19,99 €. Alors on aura l'occasion bien sûr d'en revenir lors de la commercialisation de ces forfaits, donc à partir du 18 avril. Alors le PDG de Virgin Mobile reconnaît donc que Free a eu beaucoup de succès, mais il tient également à jouer le match retour, puisque le MVNO a effectivement enregistré 16 000 et 3 000 départs pour les mois de janvier et février 2012, avec
pour chaque mois un solde négatif d'abonnés. En mars, en revanche, le solde est repassé en positif et l'opérateur virtuel a attiré 29 000 nouveaux clients. Au final, sur ces 3 premiers mois de l'année, Virgin Mobile s'en sort plutôt bien en affichant un solde positif de 10 000 clients. Geoffrey Roux de Bézieux indique surtout que depuis ces dernières semaines, environ 10% des nouveaux abonnés provenaient de Free Mobile. Sur le plan infrastructure, OMEA Télécom, la maison mère, semble avoir fait le bon choix en développant son propre cœur de réseau, ce qui lui permet une certaine flexibilité. Enfin, Virgin Mobile a pu récemment changer d'opérateur en passant d'Orange vers SFR et pourrait même s'autoriser à négocier un nouveau contrat avec un deuxième hébergeur. Cette stratégie permettrait alors au MVNO de tirer ses prix vers le bas et surtout de diversifier sa gamme de produits en proposant, et on en a parlé tout à l'heure, désormais du quadruple play avec mobile subventionné, c'est-à-dire un mobile moins cher. Et enfin, pour contrer Free, qui possède un confortable parc d'abonnés ADSL et des offres de téléphonie mobile ultra agressives, les 3 opérateurs historiques ont adopté la même tactique. Malgré l'échec commercial de la Google TV aux États-Unis, le géant du web ne renonce pas. Les Échos rapportent que Google et Sony vont lancer une Google TV en France dès septembre prochain. Ce modèle n'a rien à voir avec la Google TV vendue en outre-Atlantique. Ce ne sera pas un téléviseur connecté intégrant les services de Google, mais bien un boîtier appelé aussi Google Box qui se branche au téléviseur par la petite prise HDMI et qui le transforme en Google TV. Un téléviseur donc connecté au service de Google. Cela évite donc à l'utilisateur de changer de téléviseur. Comme nous vous l'annoncions il y a quelques semaines, Sony, qui commercialise déjà la télévision Google aux États-Unis, va vendre 2 boîtiers Google en France en septembre prochain. Un modèle d'entrée de gamme NSZ-GS7 en noir, sans lecteur optique, est commercialisé à 199 €, ainsi qu'un modèle plus haut de gamme, le NSZ-GP9 en blanc, qui intègre un lecteur de Blu-ray et la reconnaissance vocale gérée par la télécommande pour 299 €. Ces boîtiers avaient été présentés par Sony au CES de Las Vegas en janvier dernier. Comme le précisent les Échos, ces 2 boîtiers donneront accès via le bouton menu d'une télécommande à l'ensemble du Google Play, à savoir entre 120 et 200 applications disponibles au niveau mondial, indique Stéphane Labrousse, le directeur marketing de Sony France, mais aussi un accès au nouveau service de VOD lancé la semaine dernière en France par Google, sans oublier les offres de contenu de Sony comme Video Unlimited, Music Unlimited, etc. ou encore même M6 Replay, la TV de rattrapage signée M6. Les plus pressés d'avoir une Google Box ne sont pas obligés d'attendre Sony. Les Google Box existent déjà en France, à l'image de la Teasbird F10 que nous avons testée et qui coûte environ 120 €. L'avenir des Google Box en France est donc plus incertain que dans d'autres pays car elles feraient double emploi avec les box ADSL qui, elles aussi, permettent d'accéder à YouTube et à des services connectés comme la météo ou encore le trafic routier. Sans oublier les 2,7 millions de télé connectées vendues en 2011 selon la source de GFK et qui disposent déjà de leur propre plateforme d'application. Attendons donc les résultats des ventes de Noël pour départager tout le monde. Ce n'était jusqu'à présent qu'une rumeur, la voici confirmée. Google, via une page de son réseau social Google+, vient pour la première fois d'évoquer publiquement son projet de lunettes à réalité augmentée que nous évoquions il y a quelques semaines. Project Glass, c'est son nom, et bien, il est élaboré dans le plus grand secret des bureaux de l'entreprise Google X.
Un laboratoire à idées folles dans lequel Serge Brin, le cofondateur de Google, passerait le plus clair de son temps, selon le New York Times. C'est d'ailleurs Brin qui piloterait ce projet précis. Alors les drôles de lunettes que présente Google sur sa page montrent un écran transparent situé sur l'œil droit, mais pas de verre sur les yeux. Attention, ce n'est pas un prototype fonctionnel, mais un simple design. Un simple design pour montrer à quoi pourrait ressembler cette technologie selon le billet qui inaugure la page de Google+. La firme a également publié une première vidéo qui décrit ce que l'on pourrait imaginer faire avec ces lunettes sur le nez. Là encore, cela reste un concept et on ne parle pas du tout d'une véritable interface, mais les usages que promet Google sont pour les moins impressionnants. Calendrier, messagerie, lecteur multimédia, plan, Project Glass semble avoir peu ou prou les mêmes fonctions qu'un smartphone, même si celles-ci sont largement simplifiées. On constate aussi que l'on communique avec l'appareil quasi exclusivement à la voix. Le scénario élaboré pour la vidéo montre notamment que les lunettes indiquent à leurs utilisateurs qu'une ligne métro ne fonctionne pas, puis le guide vous guide vers sa destination à pied. Il montre aussi qu'il est possible de prendre une photo ou de passer des coups de fil, y compris en vidéo. Ce premier pas de Google dans l'informatique wearable ou portable d'ailleurs, qui décrit selon Sterner du mythe un ordinateur pouvant être porté sur soi, qui interagit avec l'utilisateur en continu selon le contexte et agit en tant qu'assistant à diverses tâches. Donc je vous le disais, ce n'est pas un premier pas de Google dans l'informatique wearable, qui a d'emblée fait rêver geeks et fanatiques de science-fiction, même si, et pour le moment il faut le souligner, Google se garde bien de fournir la moindre date de commercialisation potentielle. L'équipe dit seulement vouloir partager des informations maintenant parce que nous voulons démarrer la conversation et apprendre de vos contributions, ainsi qu'inviter les internautes à dire ce qu'ils souhaitent voir inclus dans ce projet. Nous pensons que la technologie devrait être à votre service, être disponible quand vous en avez besoin et disparaître quand ce n'est pas le cas, indique aussi l'équipe, qui pourrait bien pousser l'idée encore plus loin à l'avenir. Babak Paziv, l'un des ingénieurs qui travaille sur le Project Glass, est en effet un spécialiste en bionanotechnologie et a fabriqué récemment une lentille de contact intégrant un écran d'une poignée de pixels. En tout cas, Google, avec son projet Project Glass, ça peut faire beaucoup de concurrence, j'ai envie de dire, si elle pourrait sortir ces lunettes. On attaque à présent les dernières brèves et à la une cette semaine, l'iPhone est désormais disponible chez Free Mobile. Et oui, vous étiez nombreux à l'attendre, le fameux téléphone d'Apple a débarqué chez le nouvel opérateur mobile. Également, toujours à propos de Free Mobile, selon Numéricable, Free Mobile aurait séduit quelques 2,8 millions de clients, c'est ce que nous avons appris cette semaine. On parle à présent de Xavier Niel, le président de Free, maison mère d'Iliade. Xavier Niel lance un site pour gérer l'argent de poche des ados. Et oui, il a lancé cette semaine Bankiwi, un site qui permet aux ados de gérer leur argent de poche et de la dépenser sur des boutiques en ligne comme la Fnac ou même encore iTunes. Mega Upload, dans l'affaire Mega Upload, un utilisateur veut que la justice lui rende ses vidéos. Fermé depuis le 19 janvier dernier, Mega Upload n'en finit pas de revenir sur le devant de la scène. Cette fois, c'est un utilisateur qui demande à la justice de lui restituer ses fichiers vidéo. Le cabinet Fleury constate dans une étude que malgré son offre, le store de Google sur les mobiles est moins rentable que ceux d'Apple et d'Amazon. Je vous rappelle que le store de Google a été renommé pour passer d'Android Market
à Google Play il y a quelques jours de cela. Au niveau des navigateurs web, Internet Explorer regagne du terrain. Et oui, cela faisait depuis quelques mois que le butineur de Microsoft avait entièrement revu sa version 9 qui reprend des parts de marché à ses adversaires. Internet Explorer est à 60% de parts de marché. De retour en ligne, Kingdom se lance dans la musique. Et oui, privé d'internet depuis sa libération sous caution fin février, le fondateur de Mega Upload vient de se voir accorder le droit à une connexion à internet ainsi que la possibilité de finir un album pour subvenir à ses besoins. C'est une nouvelle rumeur au niveau d'Apple et de l'iPhone 5 qui, selon un responsable de Foxconn, pourrait sortir en juin. Et oui, il était interviewé par une chaîne de télévision journaliste au Japon. Le responsable du recrutement de la société Foxconn, un des principaux fournisseurs d'Apple, a révélé donc cette semaine que l'iPhone 5 pourrait bel et bien sortir en juin. Orange améliore ses forfaits Soch, et oui, 2 mois après avoir dévoilé son offre low cost pour concurrencer Free mobile, Orange améliore des petites touches de ses forfaits Soch, comme l'envoi des SMS depuis l'étranger gratuit. Steve Jobs et Neil Young cherchaient à remplacer le MP3. Et oui, Neil Young et Steve Jobs cherchaient ensemble un nouveau format de fichier audio plus fidèle que le MP3, puisque Steve Jobs, on l'a appris cette semaine, préférait les vinyles à l'iPod. Le Samsung Galaxy S3 serait enfin annoncé le 22 mai. Et oui, les rumeurs et annonces officielles se succèdent à un rythme effréné quant à la date de sortie du futur téléphone star de Samsung. La dernière fuite, une invitation pour le 22 mai prochain à Londres. Et puis pour terminer ces dernières brèves, le Paramount, qui est le 6e studio, a signé un accord avec YouTube pour proposer ses films en location. Voilà pour les dernières brèves. Voilà, c'est la fin de cette émission, le Tech News. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Quant à vous, portez-vous bien. Allez, vous êtes dans le grand journal du dimanche avec Marie-Christine Patou en ce week-end de Pâques, en ce week-end pascal et en ce dimanche de Pâques même, puisque, que ce soit en Espagne ou en France, c'est Pâques. Et Marie-Christine, bonjour à vous. Bonjour Martin. J'espère que tout va bien. Voilà, tout va bien. Et puis je voulais dire aux auditeurs, Felices Pascuas de Resurrección. En Espagne, Pâques, c'est les Pâques de la résurrection. Et oui, parce que Pâques, voilà. Il ne faut pas l'oublier dans la tradition de la Bible, c'est la résurrection de Dieu après après la mort du vendredi saint sur la croix. Donc le dimanche, c'est vraiment le jour de la résurrection. Voilà, c'est pour cela que le dimanche, c'est Pâques. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent, les Espagnols, heureuse fête de Pâques de la résurrection. Parce qu'en plus, pour Noël, c'est aussi Pascuas. Mais c'est Pascuas de Noël, de Navidad. Tu vois, ils différencient un peu. Voilà, alors donc on va peut-être parler cette semaine de la Semana Santa, qui est donc la semaine sainte. Et d'où vient cette tradition? Eh bien, elle remonte au XVIe siècle, à l'époque où l'Église catholique décida de faire comprendre la passion du Christ à la population de manière simple et efficace. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de catéchisme, il n'y avait pas de livres, les gens ne savaient pas bien lire. C'était surtout les moines qui écrivaient, qui traduisaient. Bon, alors donc la population, elle était ignare. C'est pour ça que
on a voulu faire comprendre tout ce qui était la passion du Christ. Et les artistes les plus importants furent chargés de réaliser des sculptures des saints en bois pour les revêtir ensuite de soie et les porter lors des processions. Alors donc on voit déjà les processions de la Semaine Sainte qui commencent à avoir lieu au XVIe siècle. Et maintenant c'est vraiment la grande apothéose. La Semana Santa commence une semaine avant Pâques, le dimanche des Rameaux, le jour le plus important des festivités étant le vendredi saint, et elle se termine le samedi. Les statues en bois sont portées nuit et jour depuis les paroisses où elles sont toute l'année à la cathédrale par les nazarenos, les nazaréens, les pénitents, les costaleros, dans une cérémonie somptueuse et théâtrale. Les tribunes, guirlandes, drapeaux, les croix, les différentes scènes sont représentées comme une véritable fête des sens. Le parcours peut durer plus de 8 heures et chaque porteur doit supporter un poids de 50 à 100 kilos. Alors les porteurs, on ne les voit pas, ils sont sous les chars, sous les passos. Ils sont très très lourds et chaque porteur porte, tu vois, entre 50 et 100 kilos. Et ça peut durer des heures. Ils s'arrêtent évidemment de temps en temps, ils boivent et puis ils repartent. Et les rues des villes par où ils passent, eh bien, sont jonchées de monde. C'est vraiment le théâtre, la fête. Les listes d'attente pour pouvoir entrer dans l'une des 57 confréries de la Semaine Sainte sont longues. Les listes n'avancent que très lentement et parfois même font du surplace. Pour les habitants de ces villes, devenir un capillita, un membre de ces confréries, est une question d'honneur. Un capillita est facilement reconnaissable non seulement par sa señora, qui est à son bras avec sa mantilla, mais aussi par ses vêtements typiques. Alors quand on fait partie d'une confrérie, évidemment, sa femme, la señora, elle doit être habillée en tenue traditionnelle andalouse. Donc la jolie robe à volant et puis à pois. Et aussi, elle a sur sa tête un peigne, un peine qu'on appelle un peu grand. Et sur ce peigne, elle met sa mantille. La mantille, c'est comme une espèce de foulard, mais en dentelle. Et une dentelle faite à la main, n'est-ce pas? Et souvent, ces dentelles, ce sont des héritages qui viennent des grands-mères, des mères. C'est vraiment très très beau. Et voilà, donc la señora, donc la dame du capillita, c'est-à-dire du confrère, eh bien, voilà, elle est aussi très bien habillée. Et la mantilla, c'est donc ce petit foulard de dentelle. Voilà. L'homme, lui, il a une chemise d'un blanc éclatant, une cravate, un plastron bleu marine avec des boutons en or la plupart du temps, un pantalon gris ou chaussures impeccablement cirées et cheveux gominés. Donc on voit bien qu'ils se préparent longtemps à l'avance pour cette semaine sainte qui est pour eux une fête, quoi, un spectacle. Ce capillita appartient à une catégorie particulière qui ne se trouve qu'en Andalousie, la terre de la très sainte Marie. En plus de ses vêtements, de l'anneau à la cravate et des insignes sur le revers, le capillita se distingue par ses habitudes profondément enracinées. Alors c'est vrai que de père en fils, ils se sont dit plein de choses et on ne peut pas aller ailleurs. C'est comme ça et ça reste comme ça. Comme une racine, on ne peut pas déraciner les plantes ou les arbres, sinon ils risquent de mourir. Alors toute l'année, le capillita, il parle de la Semana Santa, qui, comme on le sait, est la plus importante au monde. Il vit pour sa confrérie, à laquelle il consacre plus de temps qu'à sa propre famille. Quant à son idéologie ou à son rang social,
Le capillita n'appartient à quelque catégorie que ce soit. Il peut être athée ou moine, voter communiste ou être un grand amateur de talk show à la télévision. Il est toujours en compagnie de ses semblables et pleure à chaudes larmes lorsque le matin, à 3h moins le quart exactement, il voit passer la Vierge Marie dans la calle Feria, qui pleure non seulement son fils, mais aussi tous les taureaux qui ont été tués. Tu vois, c'est quand même très amusant parce que tout est mélangé finalement. Ah bah je suis carrément d'accord avec vous, c'est vraiment la foire, c'est... Voilà, oui un peu, oui. Non mais la foire elle vient après, alors c'est pour te dire. Hein. Donc voilà, ils font partie de ces confréries, c'est vraiment comme qui dirait un peu une troupe de théâtre. Et puis les gens tu as vu, ils peuvent être aussi bien communistes que à droite, ils peuvent être aussi bien pauvres que riches, tout le monde fait partie de la même confrérie. C'est vraiment tous les partis politiques, religieux, etc. qui se réunissent pour ce même jour. Voilà, oui, tout le monde. Attends, toute l'année, hein, pas que pour une semaine, parce que pendant toute l'année, ils préparent cette semaine qui est quand même pour eux la plus grande semaine de l'année. Et alors, tu vois, on parle là de la Vierge de Séville, qui est la Macarena. Et cette Vierge, elle a des larmes qui coulent parce que, évidemment, elle pleure son fils qui a été crucifié. Et alors, normalement, elle doit passer à 3h moins le quart devant un certain endroit, 3h moins le quart du matin. Parce que les Espagnols, ils vivent surtout la nuit. Et alors, le capillita, eh bien, il pleure aussi avec sa Vierge, avec sa Marie à lui, tu vois. Parce qu'ils sont aussi très fervents. Marie, pour eux, compte énormément. Alors voilà, donc il pleure à chaudes larmes lorsque le matin, à 3h moins le quart exactement, il voit passer la Vierge Marie dans la calle Feria, qui pleure non seulement son fils, mais aussi tous les taureaux qui ont été tués. C'est sûr que pendant cette semaine aussi, et après avec la Feria, il y a de grandes courses de taureaux, parce que ça fait partie aussi de leur tradition, de leur culture. Voilà. Alors c'est la même émotion lorsque le capillita entend les chants typiques, ces plaintes vibrantes, presque agressives, qu'on appelle les saetas. Ou encore, lorsqu'à 5h du matin, il fait taire un étranger avec un chito dans la rue Castellage parce qu'il l'empêche d'entendre le paso racheado, le pas du porteur de la confrérie El Gran Poder avec ses chaussures en chanvre. Alors tu vois, encore un paso qui pèse je ne sais combien de tonnes, qui porte le Christ del Gran Poder, un Christ qui est vraiment aussi très beau. Et alors ceux qui portent sont nombreux parce que c'est tellement lourd, on les voit pas, ils sont dessous. La seule chose qu'on voit, c'est le problème, mais oui. Que le chat, ce sont les pieds des porteurs et ils ont des chaussures en chanvre. Et alors, si jamais il y a un touriste qui fait un peu de bruit, on le fait vite taire parce qu'il faut qu'il y ait un grand silence pour pouvoir entendre le pas cadencé des porteurs qui ont ces chaussures en chanvre. Hein. Alors, grâce à la Semaine Sainte, Séville fait partie des rares villes espagnoles qui aient su préserver l'artisanat. Sculpteurs sur bois, peintres, forgerons, brodeurs et orfèvres exercent leur métier à l'ombre de la cathédrale, comme on le faisait déjà au XVIe ou au XVIIe siècle. On voit bien toute la tradition espagnole. À Séville, la médiocrité des liturgies à la suite du Concile de Vatican II n'a pas eu d'effet néfaste sur la confrérie Semana Santa. Ils se sont battus avec succès pour défendre leur identité baroque et citadine, ce qui est la même chose, à laquelle ils sont restés fidèles depuis la contre-réforme. Au fond, la Semaine Sainte est comme une gigantesque fête des mères et peu importe aux habitants que Jésus soit le Fils de Dieu ou celui de l'empereur de Chine. L'essentiel est qu'il s'agisse du Fils, de la femme, de la mère qui le suit en pleurs jusqu'au calvaire.
tu vois un petit peu cette fidélité à Marie, cette croyance à Marie qui paraît presque invraisemblable. Hein. Oui, non mais oui, c'est ça. Ouais. Le Capivita est l'élément fondamental de cette tradition. Il considère sa ville comme une propriété privée. Et c'est sans doute la raison pour laquelle Séville n'a pas changé. Mais si on l'a souvent imitée dans toute l'Andalousie, eh bien, elle n'a pas d'égal. Séville n'est pas l'Espagne. C'est plutôt une ville de la Renaissance italienne, une ville-État qui suit son propre rythme et se suffit à elle-même. Cela remonte à l'époque des découvertes, lorsque Séville était la capitale du Nouveau Monde. Et c'est de là aussi que Christophe Colomb est parti avec ses 3 caravelles. Parce que le fleuve Guadalquivir allait pratiquement jusqu'à la mer, alors que là, c'est un peu plus difficile. Alors, et avec l'or qui a servi à décorer l'autel le plus grand de la cathédrale, qui a été réalisé en 80 ans par 12 sculpteurs. C'est dans cette cathédrale, la plus grande construction gothique au monde, que repose Christophe Colomb. Donc il repose à Séville, dans cette cathédrale. En 1781, le roi Charles III fonda l'Archivo General d'Indias, qui renferme, en plus des lettres de Christophe Colomb, plus de 7000 cartes, des registres des esclaves, etc. Au XXe siècle, Séville a profité de l'héritage laissé par toutes ces découvertes en organisant l'exposition ibéro-américaine en 1929 et l'expo en 1992, l'exposition universelle qui avait eu lieu donc à Séville en 92. Et alors la grande cathédrale gothique, qui est une des plus grandes d'Europe, eh bien elle est surmontée d'un clocher qui s'appelle la Giralda. Mais cette Giralda n'est pas un clocher, c'est le minaret de l'ancienne mosquée qui était là du temps où les morts, du temps où les morts étaient à Séville, à Cordoue, à Grenade. Et oui, parce qu'il y a eu cette grande mosquée de Cordoue qui a été construite par le calife Al-Walid. Oui, oui. Et alors donc à Séville, la grande cathédrale catholique, eh bien le clocher, c'est l'ancien minaret. D'ailleurs, il est très très beau. Hein. Ouais. Et donc voilà un petit peu les origines de toutes ces villes. Oui, et puis de toute cette Semaine Sainte, de toute cette fête. Et c'est vrai que ça vaut le coup d'y aller pour se remplir les yeux, les oreilles, tout. Oui. C'est sûr, ça vaut le coup. Oui. Ça vaut le coup et on vous le conseille si vous êtes en déplacement en Espagne, que vous nous écoutez depuis ce beau pays. Et puis tiens, comment les Espagnols perçoivent, Marie-Christine, le pape ? Le pape, il l'aime beaucoup. Benoît XVI, oui. D'ailleurs, le pape est allé en Espagne déjà au moins 2 fois. Parce que est-ce qu'il y avait eu les quelques journées là, de la jeunesse à Madrid. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être l'été dernier, je crois. Oui, c'était... Mais ne regrette-t-il pas le fait que sa maison soit installée en Italie et non pas en Espagne ? Parce que ce sont 2 pays qui sont quand même... Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? La tradition fait que depuis Saint-Pierre, les papes sont à Rome. Après, ils sont allés un petit peu à Avignon. Et puis même aussi, pas loin de Valence, où il y avait Papa Luna, et il avait son palais épiscopal là. Mais bon, c'est tout à fait épisodique, hein, ça n'a pas duré bien longtemps. Oui. Bon, donc le pape, les relations du pape avec l'Espagne, ça va. Ça va d'ailleurs, les Espagnols, comme ils aiment beaucoup voyager, la pauvre Pâques, il doit y en avoir un bon paquet à Rome. Et c'est très amusant parce que chaque fois que le pape, depuis son balcon, dit « Maintenant, je m'adresse aux Français », bon, on entend un petit peu de bruit, bravo, je sais pas quoi. Et maintenant, je m'adresse, admettons, aux Anglais ou aux Polonais ou autres. Mais quand il dit « Et maintenant, je m'adresse aux Espagnols et en langue espagnole », ouah, tu entends un bruit pas possible. Et ils applaudissent et ils sont contents. Et c'est toujours très rigolo parce que l'espagnol, comment je vais te dire, il est très exubérant.
Alors, dès que le pape parle un peu en espagnol et s'adresse à eux, eh bien, je t'assure, on voit bien les drapeaux et les vivas et tout, et le pape est obligé de reprendre sa phrase pour qu'il s'arrête un peu, sinon il continue. Hein. C'est un peuple très exubérant, ils sont amusants, c'est bien d'ailleurs. C'est là où on voit quand même la particularité des Espagnols de faire la fête. Voilà, oui, c'est le sud. Hein. Ah oui, ça c'est sûr, ils aiment faire la fête, heureusement d'ailleurs. Bah écoutez, moi je suis pas contre, hein. Si, non. Si elle est bien. Et voilà, et puis tu vois la tradition de Pâques, parce que c'est quand même le printemps, eh bien ça va être le lundi de Pâques de partir à la plage ou de partir dans les champs. Oui, bah je suis pas trop d'accord avec ce que vous... Tu vois, ça ressemble un peu au petit pois, mais c'est un peu plus gros, et c'est vraiment délicieux, on les mange crus. Après, il y a le jambon qu'ils coupent très fin. Ils mangent aussi alors le gâteau qui s'appelle la mona. Et c'est une grosse brioche aussi, très bien. Et voilà, c'est toute leur tradition. Oui, mais si je puis m'exprimer, pardon, je suis pas très d'accord avec ce que vous nous dites là, parce que il fait pas très beau hein, en France. Oui. Pour aller à la plage, c'est pas trop le temps là, malheureusement. Non, aujourd'hui, non, et au lac d'Annecy non plus. Et non, parce que c'est de là où vous localisez. Et ben nous aussi, hein, dans nos studios de Big Radio à Lyon, malheureusement. Moi, mais bon. j'ai remis oui, on remet un peu le chauffage parce que sinon. Ah bah on réallume les feux de cheminée, c'est le retour du froid. Voilà, oui. Et puis bon, j'espère que le lapin de Pâques va bien cacher les œufs parce que faudrait pas qu'il fonde sous la pluie. Oui, malheureusement. Bah, c'est aussi les intempéries, les choses comme ça. C'est le désavantage voilà, de notre pays, la France, c'est qu'il fait pas toujours beau. Pas toujours, non. Enfin bon, si voilà on en reste... pour Pâques en Espagne. Quoi Pardon. Voilà pour Pâques en Espagne, quoi, qui sont de très grandes fêtes. Hein. D'autres actualités espagnoles cette semaine? Alors, comme cette semaine, eh bien, il y a un petit peu la bourde de notre président Sarkozy, parce que c'était amusant, hier j'ai mis la télé espagnole, et puis je ne sais pas si vous avez entendu, mais Sarkozy disait aux Français, surtout si vous ne votez pas pour moi en somme, hein, et que vous votez socialiste, eh bien vous verrez ce qui va vous arriver. Ça sera comme le gouvernement Grèce, comme en Espagne. Ce sont deux pays qui sont vraiment au fond du trou, quoi, qui sont vraiment qui s'en sortiront pas. Alors, comment réagit les Espagnols à cette... Ben, ils ont réagi en disant que quand même, de quel droit ils se permettaient de juger où en était l'Espagne, qu'ils mettaient au même rang que la Grèce et que le Portugal, tu vois, et qu'au moment où eux essayaient de faire un maximum d'efforts et qu'ils trouvaient vraiment pas très bien arrivé le fait de dire que l'Espagne était vraiment allait couler, quoi, en somme. Hein. Donc, oui. Ils ont demandé à leur ministre que Sarkozy fasse des excuses. Nicolas Sarkozy fasse des excuses quand même à l'Espagne. Et les a-t-il faites? Je crois pas, non. Non? Je pense pas qu'il les fasse, non. Non, même pas. D'autant qu'il était très ami avec l'ancien président socialiste, Zapatero. Oui, alors c'était mon copain par-ci, mon copain par-là. Maintenant, boum, ça va plus. Il a été en dessous de tout. Alors, je sais pas. Mais les Espagnols l'ont mal pris. Hein. Cela dit, sans être méchant envers les socialistes, il faut reconnaître que le pays n'est pas en très belle... Ah non, bah ça c'est sûr. Hein. Dans une bonne position, non. Ça, ils sont... Et j'espère qu'ils remonteront la pente, tu vois, avec toutes les réformes qu'ils font. Alors, eux, ils en sont persuadés parce que ils ont fait un espèce de plan qui devrait, j'espère, réussir. Et nous, j'espère que le plan prévu va au moins pas nous faire sombrer, tu vois. Voilà, c'est sûr que de toute façon,
c'est critique un peu pour tout le monde, quoi. Bon, alors après, côté politique, je vous ne cache... Enfin, vous pensez ce que vous voulez, hein, mais bon. Voilà. Mais je crois que ça ne changera pas grand-chose. Hein. Non, Oui. non. Mais bon, là où il y a une parole où je suis d'accord avec Monsieur Sarkozy, il faut aller voter. Ah oui, ouais, c'est sûr, oui. Oui. Même si vous n'êtes pas là parce que c'est les vacances, etc., allez voter, c'est très très important. Surtout que c'est l'avenir de votre pays qui se joue. Bon, c'est pas comme au cantonal ou à des choses comme ça. Là, c'est vraiment votre quinquennat, vos 5 ans en France qui vont se jouer. Oui, c'est sûr, oui. Mais, Donc, allez voter. voilà, et puis moi, je te dis, c'est facile de trouver quelqu'un pour une procuration, quoi. Oui. Ouais. Même dans la propre famille, même, voilà. Un ami à vous, ou quoi Bien que ce sûr. soit. Alors voilà, donc les Espagnols, pas contents avec Nicolas Sarkozy. Bah, ça nous aide pas, ça, alors, hein. Oh, mais tu sais, après ça passe vite parce que c'est sur le moment et puis un jour après ou deux, ils y pensent même plus. Hein. Non. Bah, en même Voilà. temps, c'est la politique, hein. Voilà, c'est ça, c'est la politique, si c'est un peu si le je puis théâtre. dire quoi. familièrement, ces coups de gueule... Oui, voilà, c'est un petit peu comme les chiens arabes, ça aboie, et puis après c'est fini, ça mord pas. C'est vrai. Enfin bon, voilà. Eh bien, voilà. Et puis sinon, bah, l'Espagne qui présente un petit peu tous ses budgets d'austérité, ses réformes, ces choses comme Oui. ça, Marie-Christine. Hein. Eh oui, ben je comprends, oui. Donc- Mais tu vois, il y a une grosse... on va mettre au large de la Bretagne, je crois, pour fabriquer l'électricité, on va mettre des éoliennes, mais dans l'eau. Oui, Et j'ai voilà, effectivement oui. entendu ça vendredi soir chez nos confrères de BFM Business. Oui. Effectivement, oui, c'est EDF qui prévoit notamment de faire ça. Et c'est un projet qui me paraît, ma foi, plutôt intéressant hein, dans l'ensemble des choses. Hein. Bien sûr. Et comme les Espagnols ont une société très importante et très compétente, elle a obtenu le marché avec les Français, tu vois, et c'est ces deux grosses sociétés qui vont implanter ça au large de la Bretagne, je crois. Ouais. Alors, Et tant mieux, quoi, parce que, voilà, ça c'est l'Europe aussi. Et puis, ouais, mais c'est là où voilà, on fonde des choses ensemble. C'est le principe d'avoir créé l'Europe, hein, Marie-Christine. Même Voilà. si, Et comme ça, chacun apportant ses compétences, ce sera 2 fois mieux, oui, même si on le sait, c'est pas facile tous les jours. bien sûr. Voilà. D'autres choses dans l'actualité politique Non, je crois que c'est tout hein, pour cette semaine. D'accord. Bah, je crois qu'on a fait un bon point complet. Puis rien que sur cette semaine sainte, hein, on vous souhaite encore une fois une joyeuse fête de Pâques. Voilà, également à tous les auditeurs. Que du bonheur pour vous. Bon jour férié demain. Bonnes vacances à la zone A. Voilà, oui. Lyon, Caen et Montpellier pour les principales villes, Marie-Christine. Et Grenoble. Avec Grenoble, effectivement. On se retrouvera la semaine prochaine, Marie-Christine, pour de nouvelles actualités espagnoles, bien sûr. Mais attention, notez-le bien dans vos agendas. Nous ne serons pas là le dimanche du premier tour de la présidentielle, puisque une édition spéciale se fera sur Big Radio pour cette élection. On aura l'occasion de vous en reparler dans nos programmes de week-end disponibles sur bigradio.fr, rubrique le blog, hein, Marie-Christine. Oui. Mhm. Voilà. Merci Marie-Christine donc encore une fois d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Avec plaisir, Martin, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Quant à nous, eh bien, c'est avec Marie-Christine Patoureau que cette émission se referme. Merci Marie-Christine d'avoir été avec nous. Et eh bien, n'oubliez pas que nous serons là la semaine prochaine, dès samedi, de 19h à 20h. Bonne semaine, bon lundi de Pâques. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à vous.